Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour à tous. Je suis Élisée Onta, analyste financier et économiste. Voilà. Je fais une vidéo pour parler du développement dans la région de l'Ouest. Ma vidéo s'intitule « Le désenclavement de la région de l'Ouest à travers la construction d'un port sec à Santhiou ». Voilà. D'un port sec qui, dans mon esprit, doit être le terminal du transport de marchandises dans la ville de Santhiou ou également dans la ville de Kekem. Voilà. Ma vidéo s'est fait suite au salon Rodéo qui s'est tenu dans la ville de Bafoussam au Cameroun et où à la demande des personnes, j'avais dit que nous allons faire un certain nombre de développements sur l'actualité concernant le port sec de Santhiou. Voilà, donc le port sec de Santhiou. Mais également le développement dans la région de l'Ouest. La liste est là, hein, elle est longue, hein, donc ça va durer beaucoup. Hein, ça va durer beaucoup, là, je vous montre, c'est là. Et donc, vous voyez, vous avez le revers ici, là, c'est là. Tout ça. Au total, ça fait à peu près 40 directs. Ce que j'espère, c'est qu'avant le prochain rodéo, on ait bouclé à peu près ces 40 directs. Et peut-être que les gens, monsieur Foka, qui est le président du conseil général, et le gouverneur de la région de l'Ouest aussi, M. Fonka, Awa Fonka, vont regarder ça. Comme j'ai dit ici, là, il ne s'agit pas d'attaquer les gens, mais il s'agit de faire du brainstorming. Voilà. Le brainstorming, ça concerne tout le monde. Même si le préfet de la MIFI, Christophe Offier, le fils de son père, ne nous considère pas, nous autres, comme la diaspora utile, parce que là, c'est lui qui a inventé le concept de diaspora utile, nous restons quand même utiles parce qu'on peut animer la réflexion. La vie de l'homme est courte, elle est maîtrisée, même si elle est dure un siècle, elle reste toujours courte et on ne peut pas tout faire, mais on peut au moins partager ce qu'on a dans la tête pour que ça puisse peut-être susciter le débat, peut-être susciter des nouvelles idées dans les groupes de travail et amender les choses. En la matière, la région de l'Ouest doit se développer, les Grassfields doivent se développer, le Sud-Ouest, le Nord-Ouest, l'Ouest, une partie du centre, une partie de la Damawa. Tous ces endroits-là doivent se développer. Ce sont des grands bassins qui disposent des terres, qui disposent des hommes, qui disposent des capitaux, qui disposent du savoir-faire, avec les enfants qui sont en Allemagne, en Australie, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, qui travaillent dans les plus grandes entreprises, où sont des chefs de projet, où sont des directeurs adjoints, etc. Ils ont beaucoup de savoir et il est important que le gouvernement américain, donc que le gouvernement camerounais mette en place un ensemble de mesures pour que cette zone-là se développe. Mais pour que cela soit fait, nous devons animer la réflexion. Vous avez vu le secrétaire général de la présidence qui est arrivé à Douala et il s'est rendu dans la ville portuaire de Douala parce que la ville de Douala, si on enlève le port de Douala, la ville de Douala n'est rien du tout. Je rappelle pour l'histoire ce que j'ai toujours expliqué en publiant la carte du continent africain en 2015, en 115. En 115, les populations de Grassfields occupaient la totalité du territoire camerounais, donc y compris les populations de ce qu'on appelle l'extrême nord, les Mundang, Massa, Tupuri, Gizigi, tout ce que vous voulez. Tout ça, ce sont des gens, il y a des études qui existent ici aux États-Unis. Il y a des travaux, parce qu'il y avait déjà des universités à l'époque et il y avait déjà des universitaires. Certes, ces travaux-là, après les défaites militaires dans nos royaumes, ont été emportés ailleurs, mais aujourd'hui, vous avez des grands mécènes qui les achètent, qui les réhabilitent, qui les fait traduire, transcrire, et on peut les lire et voir beaucoup de choses. À l'époque, le commerce était essentiellement caravanier. C'est pour ça que ça n'intéressait personne de venir sur la côte, hein, sur la façade maritime ou de la façade de l'océan. Les gens restaient plus à l'intérieur parce qu'il y avait un gros commerce intense sur le continent. Il était caravanier. Le commerce va changer quand va arriver la colonisation parce que les colons arrivent, si vous vous rappelez, ça commence à Londres. Quand il y a la maîtrise de l'étalon or qui a été copié au Ghana et à Londres donc des gens levaient de l'argent, c'était de l'or et prenaient des bateaux, ce qu'on appelait les navigateurs, conquistadors, tous ces gens-là prenaient des bateaux, levaient une armée, etc., prenaient des bateaux pour aller par exemple en Afrique, en Inde, ils ramenaient des épices, des tissus et hélas plus tard des personnes humaines, ce qu'on a appelé la traite négrière. Donc, pour développer l'économie. Donc avant ça, c'était le commerce caravanier.
avec la révolution de l'époque qu'on appelait le dromadaire. Voilà, le dromadaire. Parce qu'il y avait d'abord l'âne, mais l'âne ne pouvait pas parcourir de longues distances. Et puis est arrivé le dromadaire, ce que vous appelez le chameau. Donc le dromadaire a donc permis de parcourir de très longues distances, même jusqu'aujourd'hui, dans les pays comme le Niger, la Libye, tout ça. On continue à utiliser le chameau pour faire de très longues distances. 700 km, 1000 km, etc. avec le chameau, c'est faisable. Donc, ça, je fais cette précision. Ça va changer avec l'arrivée des colons, parce que les colons vont construire des ports, vu qu'ils ont des bateaux. Et donc, ce sont les populations qui sont installées sur les ports, qui vont voir la prospérité se déplacer de l'Interland pour venir s'installer sur les ports. Ça, c'est dans tous les pays du continent. Et les pays qui sont sur la façade maritime vont prendre le dessus sur les pays qui sont à l'intérieur. Par exemple, quand vous regardez l'histoire, on vous parle beaucoup du Mali, mais aujourd'hui, là, quand on regarde l'histoire, on vous parle du Ghana et la Côte d'Ivoire, parce qu'ils se sont retrouvés sur la façade maritime, alors que le commerce caravanier étant aboli, les pays de l'intérieur se sont retrouvés dans l'Interland. Voilà. Je fais cette précision. Pour dire quoi? Pour dire qu'il ne faut pas qu'on pense que les régions à l'intérieur du Cameroun, comme l'ouest, le sud-ouest, le nord-ouest, etc., étaient des havres de pauvreté. Non, pas du tout. Elles furent des havres de prospérité. Simplement, ce qui à l'époque constituait des rivières, donc comme le Mungo, où on pouvait naviguer pour aller dans ce qu'on appelle, qui s'appelle le Dukumba, pour aller dans ce qui s'appelle l'ouest, ont été abandonnés, n'ont pas été développés. Je vous ai expliqué également comment le chemin de fer a été abandonné, le chemin de fer qui permettait de transporter les marchandises. Voilà. Dans tous les pays du monde, ça n'existe aucun pays où le supply chain passe par la route. Les routes s'abîment le plus rapidement possible. Les routes s'abîment complètement et le plus rapidement possible. Dans tous les pays du monde, le supply chain passe par le chemin de fer ou les bateaux. Quand vous allez en France, c'est ce que vous voyez. Vous avez les trains qui partent du Havre, de Rouen, pour rejoindre la région parisienne où il y a une grosse concentration d'activité. Pour rejoindre la région lyonnaise, où il y a une grosse concentration d'activité. Mais également, vous avez la navigation fluviale où les marchandises partent du Havre et de Rouen pour remonter sur un fleuve qu'on appelle la Seine et arriver à Paris. Quand vous regardez la configuration, c'est à peu près la même chose. Autrement dit, vous comprenez bien que si dans la région de l'Ouest, on met en place la navigation fluviale, donc on a un supply chain qui est insensible à la masse. D'abord, la route que vous construisez pour aller à l'Ouest, là, c'est une route qui va durer 30 ans. La raison pour laquelle elle s'abîme, ce n'est pas parce que le goudron est mal fait. C'est parce que le grumier passe, les camions avec des masses de charges très lourdes passent, etc., etc., etc. Et avec une fréquence et une intensité qui est très élevée. Et c'est ça qui affaisse le goudron le plus rapidement. On bitume la roue, on dit, oh, 5 ans, c'est déjà, il y a les trous dessus. En revanche, si on transfère cette quantité de marchandises ou sur le rail, et le rail existe, ou sur la navigation fluviale, existe, ça change tout. Les routes construites durent le plus longtemps possible. Ensuite, le transport des marchandises se fait ce qu'on appelle large scale. Ça veut dire que vous avez des barges qui peuvent emporter 100, 200 conteneurs, 40 pieds. À partir du moment où ces barges remontent ça enlève les camions sur la route. Si vous avez aussi le chemin de fer qui est opérationnel, ça fait que la route reste destinée aux petits véhicules. Et quand l'État construit les routes pour 30 ans, il gagne de l'argent. Il gagne de l'argent sur l'exploitation du chemin de fer. Il gagne de l'argent sur la route parce qu'il est conçu pour 30 ans. Et il gagne de l'argent sur l'exploitation de transport fluvial de marchandises à partir de l'estuaire ou l'embouchure de Vouri jusque dans la région de l'Ouest. Ça, il faut qu'on ait le courage de le dire. J'espère que jusque-là, je n'attaque pas le président du conseil régional, je n'attaque pas le gouverneur, je n'attaque pas le préfet, Foftier, voilà. J'espère que je ne l'attaque pas, parce que lui a dit que nous on est la diaspora inutile. Bon, j'espère que quand je dis ça, je n'attaque personne. Mais c'est les faits. Ensuite, ce qui se passe, c'est que nous sommes dans un pays où il va falloir que les autorités qui ont dirigé le Cameroun après Paul Biya mettent un point d'honneur à mettre en place une politique d'aménagement du territoire pour que nous sortons le plus rapidement possible du dualisme Douala-Yaoundé qui concentre deux villes qui concentrent chacun plus de 5 millions d'habitants. Ce n'est pas possible. Il faut rapidement, par exemple, que dans la région du littoral, on mette en exploitation un port à Edea, le port de Yabassi qui existe déjà, mais également qu'on mette en exploitation les ports sur Bomono, donc surtout la rivière de Mungola, à l'entrée de Bekoko. On peut commencer à mettre des ports sur Maleke, Bomono, etc. en remontant
Manjo, etc., Konsamba, etc., etc., etc. Ça ne veut pas dire Mbanga, etc. Ça veut dire que la rivière du Mungo, d'abord, il faut acheter une drague. Les dragues sont fabriquées aujourd'hui en Chine, ça coûte plus cher. Au Brésil, ça coûte plus cher. La drague peut draguer. Le Burkina Faso vient de le faire en achetant des dragues et des excavateurs qui permettent de creuser et de donner de la profondeur au cours d'eau, élargir le tirant du cours d'eau, etc., etc., etc. Donc le Burkina Faso est en train de le faire en ce moment. Et une fois que vous avez creusé, maintenant vous avez ce qu'on appelle un navire qu'on appelle un patrouilleur. Donc ça met les balises de signalisation, par exemple, à 5 mètres du talus, ça met les balises de signalisation pour que quelqu'un qui navigue à la vitesse, quand il voit les balises de signalisation qui flashent la nuit, il évite de foncer tout droit dans un talus, peut-être parce qu'il n'a pas vu le talus venir. Mais quand il voit les balises de signalisation, même les avions qui volent en l'air ont des balises de signalisation. Hein, quand vous voyez les avions en l'air, là, il y a un flash de clignotant en l'air. Donc, ça, c'est ce qu'il faut faire. À partir du moment où on a fait ça, on peut construire sur les bords de Mungo des ports à Bomono, des ports à Mbanga, des ports à Maleke, des ports à Souza, des ports à Loum, etc. de remonter, faire à Manjo. Mais à Manjo, ça ne veut pas dire que l'eau passe au milieu de la ville de Manjo, non. Mais même si ça passe à 10 km et que le port à 10 km, on bitume une route entre le centre-ville et le port et là où l'eau passe. Et c'est là qu'on installe les quais. Vous allez ici sur le lac Michigan. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait en croisière. Quand vous regardez sur le lac Michigan, vous voyez des centaines de cours d'eau sur le lac, de ports sur le lac Michigan. Hein, le lac Michigan, ce n'est pas le lac de l'État de Michigan, mais c'est un lac qui couvre l'État du Michigan, l'État de l'Indiana, l'État du Wisconsin, l'État de l'Illinois, le Canada, l'Ohio et je crois même, si je peux me tromper, la Virginie. Voilà. Donc les marchandises arrivent de partout. Les marchandises, il y a plusieurs ports là. Les vidéos sont sur notre plateforme. Vous voyez comment il y a des ports qui transportent seulement les hydrocarbures. Par exemple, il y a une raffinerie au Canada, le pétrole est raffiné au Canada. Ça approvisionne des centrales thermiques aux États-Unis. Ça approvisionne des usines aux États-Unis, etc., etc. C'est pour ça que quand vous avez vu le gouverneur de l'État là au Canada, dont j'ai oublié le nom, qui a dit qu'il va mettre des tarifs de 50%, ça a rendu fou Donald Trump qui a dit là, il va même mettre des tarifs de 200% sur le Canada. Et les esprits se sont calmés un peu, le temps que, voilà, on discute un peu pour amener un peu les choses sur la table. C'est comme ça. Donc, il y a, en termes de supply chain, la possibilité de développer le transport de marchandises sur cette rivière, le Mungo, pour aller même jusqu'à Kumba, dans le sud-ouest. C'est pour ça que je parle de Grassfield. Et pour remonter jusqu'à la ville de Sanju. Et même dans la ville de Kekem. Il y a là cette possibilité. Il y a même la possibilité de connecter ces rivières Mungo au niveau de Kekem en faisant des écluses à la rivière Lunkam. Et donc de naviguer jusque dans le port de Yabassi. Bref, le Cameroun c'est un pays qui n'est même pas encore construit. Parce que quand je vois les gens s'agiter, parler de terrain, etc., etc., c'est un petit problème. Si on fait l'aménagement du territoire dans notre pays et que entre Douala et Kekem Sanju, on a 4 ports secs. Je prends Mbanga, je prends Maleke ou Souza, je prends Manjo, je prends Konsamba ou Melon. Si on a seulement 4 ports là, vous allez voir que chacune de ces villes va avoir une population de 500 000 personnes. Parce que sur 400 hectares, pour avoir une zone industrielle, les gens vont commencer à s'installer, produire. Donc il va falloir transporter les marchandises sur l'eau, il va falloir les transporter sur le chemin de fer. Rapidement, ça vous enlève 2 millions de personnes dans une ville comme Douala. Si vous répliquez la même opération avec EDA, ça vous enlève encore 500 000 personnes, peut-être 1 million de personnes à Yaoundé. Les histoires de les gens veulent le terrain, il n'y aura plus parce que les opportunités seront partout. Les gens vont aller se chercher ailleurs. Ils vont aller se chercher ailleurs dans le travail, dans la création d'une entreprise, dans le commerce, dans la sous-traitance, etc., etc. Ils iront se chercher ailleurs. Ils ne vont pas rester sur place. Je ne sais pas si je m'exprime bien là, parce que j'essaie de tout faire pour que, voilà, que nous puissions comprendre ce qui se passe dans notre pays. Donc ça c'est important à dire pour notre pays.
pour le Cameroun. C'est important à dire pour le Cameroun. Et je pense que là-dessus, l'arrivée d'un port comme le port sec de Kekem, j'explique ce que c'est qu'un port sec. Un port sec, c'est un port qui n'est pas adossé à un fleuve comme le port de Douala ou de Kribi. Le port de Douala, c'est un port dans une embouchure. Le port de Kribi, c'est un port en eau profonde parce qu'il est conçu, il est directement assis sur la mer. Mais ça ne veut absolument rien dire du tout. En termes de compétitivité, on peut être mieux opérationnel en investissant dans la région de l'Ouest qu'en investissant à Kribi. D'abord parce que le coût de construction du port de Kribi est très élevé. Le coût de la maintenance du port de Douala est très élevé. Ce qui grève la compétitivité de ces deux ports. Quand on a une connaissance dans le supply chain, on peut voir. Et ensuite, je ferai une autre vidéo après celle-ci pour expliquer, pour que les élites, les opérateurs économiques, les fonctionnaires travaillant de l'Ouest prennent conscience là. Comment est-ce qu'un port sec peut bénéficier à l'économie de notre région? Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que la construction d'un port sec nous fait gagner beaucoup en termes de transport et de logistique. Transport et logistique. Je vais développer ça un peu plus dans la prochaine vidéo. Transport et logistique. Pourquoi transport? Transport parce que, regardez vous-même, qu'est-ce qui décourage les gens d'aller investir à l'Ouest? Vous sortez une marchandise à Douala, déjà c'est la galère. Vous sortez une marchandise à Douala, déjà c'est la galère. Vous transportez la marchandise, déjà il faut franchir le pont sur le Vouri. Franchir les embouteillages du rond-point Bonabéry. Franchir le pont sur le Vouri. Franchir la sortie de Bekoko, ici là, non, sur la Carrefour Musique, etc. Franchir Bekoko en allant, pas au sud-ouest, mais en allant au Beaumont, où c'est Beaumont, non, en allant ici à l'ouest. Il faut transporter le camion, si c'est le conteneur, ça vous coûte combien pour aller et revenir? Si vous mettez ça sur une barge, le port de Bata en Guinée équatoriale est aujourd'hui très compétitif. Le port de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville est très compétitif par rapport au port de Douala. Les deux ports-là sont extrêmement compétitifs par rapport au port de Douala ou de Kribi. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites ce qu'on appelle consolidation parce que nous perdons. Nos marchandises arrivent sur des petits bateaux de 4-5 000 conteneurs, etc., etc. Donc ces petits bateaux-là, ils sont obligés de faire des multiples transbordements en route. Et naturellement, on vous facture, on met sur votre facture ce transbordement, ces arrêts dans les ports, les droits qui vont avec, etc. Ce qui fait que quand vous amenez un conteneur 40 pieds de Chine, vous payez 2 millions de francs. Mais ça changerait. Si nous, par exemple, avions un port sec à Sancho et qu'on allait s'allier avec la Guinée équatoriale, qu'on disait à la Guinée équatoriale, bon, comme vous avez déjà le fret qui vient du Tchad et vous aurez bientôt le fret qui va venir de la Centrafrique, ça veut dire que vous pouvez commencer à affréter des grands porte-conteneurs de 30 000 conteneurs. Nous, à l'ouest, on vous garantit que sur les 30 000 conteneurs, on a 10 000 conteneurs. La Centrafrique et autres, là, ont peut-être 20 000. Il y a des choses que je ne vais pas expliquer là. Auront peut-être 20 000, le reste des 20 000 conteneurs avec vous, la Guinée équatoriale. Parce que, bon, vous êtes des pays de petite taille, mais vous allez profiter du développement du bassin industriel qui va se faire dans la région de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, de la Damawa et même d'une partie du centre et du littoral. Donc, à partir de ce moment, nous descendons les 10 000 conteneurs chez vous. Et les 10 000 conteneurs, nous les mettons maintenant sur des barges. Pour que les barges puissent les faire glisser, ça va prendre peut-être 3-4 heures, même voire peut-être 4 heures maximum. C'est comme on fait avec la Seine en France. Les barges coulissent la nuit quand les gens dorment. Donc les barges remontent, déposent ce qu'elles ont à déposer, par exemple à Bomono, à Souza ou à Mbanga. Déposent ce qu'elles ont à déposer à Manjo, Konsamba, Omelong, etc., etc. Et enfin, font le terminus dans le port sec de Sancho. Donc, les conteneurs sont déchargés là-bas. Et c'est là-bas qu'ont lieu les opérations de dédouanement. Vous comprenez bien que ça vous élimine de la chaîne du transport le port de Kribi, le port de Douala, et ça relocalise l'essentiel des activités dans le port de Sancho ou de Kekem, dans l'ouest du Cameroun. À partir de ce moment, vous devenez compétitif. Parce que quand ça vient sur un grand porte-conteneur, c'est 500 000 francs. J'ai déjà fait des simulations sur certains sites internet ici, là, en mettant les données, par exemple, à partir du port de Wangzhou. Le coût, c'est 500 000.
Maintenant, l'amateur peut mettre sa marge en disant, bon, moi je mets 30%, vous allez me payer peut-être 700 000. 700 000 maintenant, comme c'est sur des barges, non, on n'a pas besoin de prendre le camion pour rentrer en Guinée équatoriale, faire toutes les routes, aller jusqu'à l'ouest. Comme c'est sur des barges, la barge part de Bata. Ça met, quand vous tapez sur Google, là, comment on appelle le site internet là, j'ai oublié un peu. Vous tapez, vous voyez bien, la barge part, la barge fait 2 heures pour rentrer à Bekoko, dans l'estuaire du Vouri. Ça traverse, ça fait 2 heures pour rentrer dans l'estuaire du Vouri. Quand ça rentre dans l'estuaire du Vouri, ça remonte progressivement. Ça peut remonter en 4, en 6 heures, je ne sais pas combien. Ça remonte et ça arrive dans le, à terminer dans le port de Sanchou. Les opérations de dédouanement sont en ce moment faites dans les ports de Sanchou, dans les ports de Konsamba ou de Melon, dans les ports de Manjo ou bien de Loum, dans les ports de Mbanga, dans les ports de Souza ou de Bomono. C'est comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. L'investissement précède la prospérité économique et non pas l'inverse. Nos élites, nos parents, nos aînés ont cru malheureusement qu'il suffit d'emprunter à la Banque mondiale en quantité industrielle pour développer une économie. Non, non et non. J'espère que je ne deviens pas la diaspora nuisible aux yeux du préfet Faufier. J'espère que j'ai fait un effort d'être la diaspora utile aussi. Un préfet Faufier. Si c'est ça, il faut le dire. Il faut le dire. Quand tu vas dans les médias, tu dis qu'il y a un monsieur Yonta Élysée là, il n'est pas dans la diaspora nuisible. Il est dans la diaspora utile. Il faut qu'on secoue un peu quand même le cocotier. Donc, il y a ça. Il y a le fait que si on arrive à faire ça, le transport sur les barges coûte moins cher. Ça permet que nous ayons la maîtrise du supply chain. Qui dit la maîtrise du supply chain dit la maîtrise de la compétitivité. Deuxièmement, les entrepôts dans le port de Douala est extrêmement cher. Est plus cher à Douala que ce n'est à Anvers ou à Amsterdam. Anvers c'est en Belgique, Amsterdam c'est en Hollande. Extrêmement cher. Que se passe-t-il maintenant si on construit des entrepôts pour le stockage à Mbanga, on construit des entrepôts pour le stockage à Bomono, Souza, à Oumaleke, on construit des entrepôts de stockage à Loum, ou à Manjo, ou à Konsamba, ou à Melon. Que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que les gens vont importer les marchandises, les matières premières d'Asie, vont aller les déposer dans des endroits où c'est moins cher, vont procéder par exemple au financement avec le banquier qui aura par exemple le système de pièces détention. Et donc on fait les écoles, c'est ce qu'on voit ici aux États-Unis. Vous rentrez vous-même votre déclaration et la déclaration vous sort le prix, la déclaration vous sort toutes les informations. Et quand la déclaration vous sort toutes les informations, maintenant vous commencez toutes les informations. Si vous n'avez pas l'argent, par exemple, bon, aux États-Unis c'est différent, vous pouvez payer après. Mais selon certaines opérations, par exemple, vous pouvez solliciter la banque en disant, bon, moi, je veux pas... La banque paye tout de suite. Quand vous savez que c'est une marchandise qui a une rotation de stock qui est rapide, la banque paye tout de suite. Vous pourrez procéder à la pièce de détention. Et les ports, ce n'est pas loin là à Cleveland, où le grand bateau arrive, non. Les ports, c'est dans une petite localité. Par exemple, vous dites Waukesha, c'est une petite localité. Les barges se faufilent, rentrent, ça met dans un entrepôt. Et quand vous calculez, il y a un site là qui s'appelle Showcase. Donc vous calculez, vous voyez le prix de l'entrepôt, par exemple, à Cleveland, ou bien dans le Michigan, où il y a des grands constructeurs automobiles. Si l'entrepôt là-bas est, par exemple, à 1000 $, je ne sais pas moi, le foot square, là où vous allez entreposer, ici, là, c'est à 300 $, voire 250 $. C'est ça qu'on appelle la compétitivité d'une économie. Et ça, que ça plaise ou pas à nos aînés et les gens qui sont autour d'eux, il va bien falloir, s'ils disent qu'ils veulent changer les choses dans la région de l'Ouest, il va bien falloir se pencher dessus. Hein, se pencher dessus. C'est incontournable. C'est absolument incontournable. Hein, voilà. Donc demain, je vais vous revenir avec une autre vidéo pour vous dire comment la construction de ces ports, le port sec là, à Sanchou, et la mise en place de la navigation fluviale pour faire rentrer les marchandises à partir d'autres ports de l'estuaire de Vouri, ou ressortir les marchandises fabriquées dans la matière première, ça va booster l'économie. Notamment, la région du Nord fait du coton. On est en train de bitumer la route qui passe par Bafoussam, Fumban, pour arriver dans la Damawa, à Ngaoundéré,
vous comprenez bien que quand une route comme ça est bitumée, les Tchadiens, si la route aussi, le corridor qui part de Ngaoundéré jusqu'à Poussiri, on le réhabilite, les Tchadiens auront intérêt à venir stocker par exemple le coton au port de Santhiou, parce que le coût du stockage va coûter peut-être 70% ou 60% moins cher par rapport à ce qui se fait à Douala. Et maintenant, les navires, les barges peuvent coulisser de jour comme de nuit pour transporter ça jusqu'à sur le port de Bata. Et du port de Bata maintenant, ils mettent ça sur les bateaux pour envoyer ça à l'exportation. Ça permet aux Tchadiens de fonctionner à flux tendu. Nous stockons là, ça ne coûte pas cher. Nous avons une commande dans 48 heures et ça part de là. Ça peut aussi permettre à des industriels qui veulent développer l'industrie textile de venir s'installer dans une zone industrielle qui est conçue par exemple à Tonga, qui a un jet de pierre de Santhiou ou de quelqu'un. Parce que là, ils peuvent disposer de la matière première, faire des opérations douanières. Bon, il n'y a pas d'opération douanière à faire, des opérations de déclaration. Il n'y a pas de douane à payer parce que c'est une union douanière. Et transférer cette marchandise pour construire des unités industrielles. Tant que vous n'avez pas la maîtrise du transport et de la logistique, le supply chain, les opérations de consolidation, les opérations, le bottleneck, etc. Tant que vous n'avez pas ça, que c'est laissé comme nos parents pensent, c'est le blanc, hein, c'est le blanc. Non, get the fuck out. Get the fuck out. Fuck le blanc. Il faudrait que nous ayons la maîtrise de ça. Tant que vous avez ça, vous faites ce qu'on appelle des économies d'échelle. Un conteneur 40 pieds qui part d'Asie à 2 millions pour arriver au Cameroun va désormais arriver à au plus 1 million. Peut-être même 900 000, mais au plus 1 million. Avec les opérations de dédouanement, vous devenez compétitif. À partir du moment où vous devenez compétitif, vous relocalisez beaucoup d'activités qui sont à Douala, vont commencer à se relocaliser dans le Mungo, dans le Nkam, dans la Saraga maritime. Et à partir de ce moment, vous allez voir le développement ailleurs. Ça, il faut. C'est pas que je vous ai dit, l'année 6 mois, je regarde les politiciens faire leur politique. Je ne me mêle pas de. C'est la seule chose qui me fait mal, c'est parce que j'ai dit que celui qui parle de ça sur mon mur, je le bloque pour qu'il nous laisse la paix et on veut parler d'autre chose. Et malheureusement, on a déjà plus des milliers de personnes bloquées. C'est dommage parce que c'est des personnes avec qui on échangeait bien. Mais parfois, il faut la fermeté pour avoir l'esprit tranquille. Parce que c'est ce que nous voulons. L'affaire que la pauvreté à l'ouest, les gens envahissent, c'est zéro. C'est zéro. S'il y a la volonté politique, s'il y a des gens qui veulent travailler, on peut ramener la prospérité économique à Douala et Yaoundé là, dans le sud-ouest, le nord-ouest, l'ouest, une partie du littoral, donc le Mungo et le Nkam, et une bonne partie du centre, donc le Mbam. C'est possible. Comme un jeu d'enfant. Il n'y a pas de volonté, c'est pas ça qui est évoqué. Vous avez vu les élections, vous avez vu notre oncle Manfo David, il sort, il va rencontrer Ngongo, il dit voilà, je garantis que vous aurez 100% à l'ouest. Et quand tu vas parler, on va dire non, 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 tu sais, il avait tollé une école au village, toi tu as déjà fait quoi? Toller une école au village, ça va changer quoi sur le sort des populations? Ça a changé quoi? Ils sont moins pauvres qu'avant ou ils sont plus pauvres qu'avant? Chacun peut se faire une idée. En revanche, si vous ramenez la chaîne logistique, le supply chain, vous la localisez à Santhiou et vous mettez en place des modes de transport compétitifs comme la navigation fluviale, comme la navigation ferroviaire, très rapidement vous déclenchez le développement économique. Le dire, ce n'est pas à porter atteinte à l'honneur ou diffamer qui que ce soit. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette présentation. Partagez avec nous vos impressions dans le chat. Écrivez dans le chat là. Écrivez, partagez avec nous vos impressions. Dites-nous ce que vous pensez. Et ça va nous permettre de travailler pour vous proposer dans les jours ou les heures à venir quelque chose pas de meilleur, mais voilà, et donc demain, je vous propose une autre vidéo qui va s'intituler « Quel impact aura le port sec de Santhiou sur l'essor économique de la région de l'Ouest ?» Voilà. Quel impact aura le port de Santhiou sur l'essor économique de la région de l'Ouest? J'espère que vous serez connectés nombreux pour suivre ces vidéos. Partagez celle-ci, partagez-la sur votre mur, partagez-la dans vos groupes, mettez un like, hein, partagez-la à partir de Facebook, à partir de YouTube, partagez-la aussi sur votre compte X, voilà. Abonnez-vous sur notre chaîne, car ici sur notre chaîne, 90% des gens qui regardent ne sont pas abonnés, 10% seulement le sont. On espère inverser la tendance.
pour que le maximum de personnes puissent être abonnées. Voilà. Je vous souhaite à tous et à tous de passer une agréable semaine. Hein, et surtout, prenez soin de vous. Restez scotchés sur notre chaîne, car ici, le meilleur reste à venir. Bye.